en sont. Globalement, vous connaissez le sujet puisque vous êtes inscrit. On est là pour parler de collaborateurs, on est là pour parler de clients, on est là pour parler d'émotions positives. On est là pour voir comment les collaborateurs peuvent générer ces émotions positives chez les clients, comment certaines entreprises s'organisent autour de ça. C'est ça qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. On est deux. Anne, peut-être que tu commences. Moi, je suis donc Anne Jegg, cofondatrice de KPM. KPM qui a été fondée il y a 18 ans maintenant. Et moi, je suis Laurent Garnier et je suis l'autre cofondateur de KPM. Globalement, chez KPM, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait des modélisations de parcours client. C'est ce que vous connaissez souvent de nous. On fait des modélisations de parcours client à partir des verbatims, d'enquêtes de satisfaction, d'enquêtes NPS, etc. On fait aussi des modélisations d'expériences collaborateurs, mais aussi des expériences de patients, des expériences de citoyens, des clients, des expériences de clients B2C ou B2B. Voilà, on fait ces travaux-là et on produit ce genre de mapping que vous avez devant les yeux, ce qu'on appelle nous un tracker de l'expérience client ici, dans lequel il y a plein d'indicateurs, tous les points de ce qu'on va appeler les touch points du parcours, et surtout dans lequel il y a des barres bleues. Et ces barres bleues, on va beaucoup en parler aujourd'hui parce que ces barres bleues représentent les moments évoqués par les clients, ceux qu'ils évoquent avec le plus d'intensité dans leur verbatim. Donc ceux qui comptent le plus pour eux, ceux qui ont le plus d'impact sur eux, c'est ces moments qui sont vraiment, plus la barre bleue monte haut, plus on est dans l'enchantement du client. Donc c'est forcément ces barres bleues qui nous intéressent tout particulièrement aujourd'hui, vu le sujet dont on parle, quand on parle d'émotions positives. Donc on va beaucoup parler de ces barres bleues et on va en parler, on va continuer à en parler tout au long de la présentation. Donc KPM, c'est parcours client essentiellement, c'est ce qu'on fait beaucoup. On a fait aujourd'hui on existe depuis 18 ans, mais ça fait que 8 ans finalement qu'on modélise ces parcours clients. On était des spécialistes de l'analyse des verbatims. Et on a aujourd'hui, en 8 ans, réalisé plus de 800 modélisations par client, ce qui est, je pense, assez colossal. Je pense pas qu'il y ait une entreprise en France qui ait fait plus de modélisation que nous. Et voilà, globalement, pour vous donner une idée, voilà les gens pour lesquels nous avons fait ces travaux de modélisation, les entreprises avec lesquelles nous avons travaillé. Globalement, on a travaillé avec plus de 120 entreprises ces dernières années. Et vous voyez qu'il y a plein d'entreprises de plein de secteurs différents, peut-être la vôtre, qui comptent parmi nos clients. Et on se targue de dire qu'on travaille avec beaucoup d'entreprises du CAC 40, je crois qu'on travaille avec les 3/4 du CAC 40, mais aussi on a la chance de travailler avec des champions de l'expérience client et de l'expérience collaborateur. Et vous voyez à certains logos que vous connaissez, d'entreprises qui trustent un peu les podiums de la relation client. Je pense à des Maïf, à des Toyota, à des L'Occitane, à des Nespresso, etc., des Dyson, des Decathlon, des Leroy Merlin, des gens comme ça, qui trustent les podiums de la relation client, ce qui est une chance, et c'est forcément aussi des gens qui sont très inspirants, dont on va forcément parler un petit peu aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est vraiment de générer comment les entreprises s'organisent pour générer ces émotions positives, et on va d'abord faire un tout petit peu de théorie autour de ça. Un tout petit peu d'éléments de contexte, notamment on partage quelques chiffres de travaux de recherche qui sont très intéressants, qui ont été faits par la Harvard Business Review il y a en 2015, donc c'est relativement récent, sur une façon d'essayer de valoriser la connexion émotionnelle et la valeur ajoutée des émotions. Donc on voit sur ce schéma une mesure de la customer value. Donc la customer value, ça va être le panier moyen, ça va être le bouche à oreille positif qu'un client peut générer, ça va être la fidélité d'un client, son ancienneté, sa capacité à recruter d'autres clients, des proches, des amis, etc. Donc il y a une mesure de la customer value en fonction de l'intensité du lien entre le client et la marque. Donc ça commence au niveau 1 avec une absence de connexion, le niveau 2, une forte satisfaction, le niveau 3, une perception de différence de marque, et enfin le niveau 4 qui est le stade ultime, le stade le plus avancé du lien entre un client et une marque, la connexion émotionnelle, et la valeur du client double entre le niveau 1 et le niveau 4. Donc on voit l'intérêt d'aller rechercher cette connexion émotionnelle, le travail des émotions, de bien comprendre ça, où sont les opportunités pour chaque expérience client, puisque chaque expérience est unique, mais il y a en tout cas un vrai travail de valorisation et un vrai retour sur investissement à travailler les émotions. C'est pas facile de mesurer ça, mais il y a des travaux qui avancent dans ce sens. En tout cas, on comprend l'intérêt d'aller chercher cette connexion émotionnelle.
Ce qu'on sait aussi depuis quelque temps, et notamment depuis les travaux d'Antonio Damasio, c'est que les émotions ancrent les perceptions. Hein, on le sait bien de façon un peu intuitive. Ce sont les émotions qui vont faire d'un moment, et notamment d'un moment d'expérience client, un moment mémorable et un moment qui va renforcer ce lien. On sait aussi, grâce à Damasio, que les émotions sont à l'origine des idées. Il a eu pour grand apport de sortir de l'opposition entre émotion et raison. Sa grande théorie, c'est que les émotions sont à l'origine des idées et donc de la raison et du travail et de toute la pensée consciente et articulée. Donc l'importance des émotions, c'est justement de déclencher les idées et la pensée. Et puis, selon Gerald Zaltman, qui est un chercheur, professeur à Harvard aussi, qui a fait beaucoup de travaux dans ce sens-là, 95% des décisions d'achat seraient basées sur l'émotion. Quel que soit le chiffre, de toute façon, c'est un chiffre énorme et on comprend maintenant tout l'intérêt de créer des émotions positives. Il y a les références du livre notamment dans lequel il développe sa théorie et il expose ses recherches sur cette thématique-là. Donc on comprend bien, il y a eu beaucoup de progrès en neurosciences notamment, qui nous permettent de comprendre l'intérêt et l'apport des émotions. C'est pour ça que nous, notre méthode d'analyse des verbatim est intéressante, parce qu'elle nous permet de venir à la source des émotions, de comprendre en profondeur et de façon très fine pourquoi, dans certains moments, dans certaines interactions, les émotions sont particulièrement fortes chez le client et quelles sont les situations qui font qu'il y a vraiment quelque chose à construire. Alors, effectivement. Juste un dernier point, parce que c'est une façon différente de le dire, mais les écrivains sont beaucoup plus doués que les scientifiques pour ça. Donc, c'est une citation de l'écrivaine Maya Angelou, qui dit « J'ai appris que les gens oublient ce que vous leur avez dit, qu'ils oublient ce que vous avez fait, mais qu'ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Ça, ça doit être un peu le motto de tous ceux qui travaillent sur l'expérience client ou collaborateur. Tout est question de ressenti et de perception. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, hein, on sait qu'on a beau dire les bonnes choses, faire les bonnes choses, ça passe pas forcément bien. Donc penser les émotions, c'est essentiel. Ça pousse à aller un peu plus loin parce qu'on a l'habitude de dire ce qui compte, c'est pas les mots, c'est les actes. Mais elle, ce qu'elle nous dit, ce qui compte, c'est pas les actes, mais ce sont les émotions autour des actes. Donc voilà, on enfonce le clou avec sa citation, mais elle le dit encore mieux que les chercheurs. Alors nous, à notre niveau plus modeste, on constate ça absolument tous les jours. En fait, le constat qu'on a fait, c'est que derrière une expérience client remarquable, il y a toujours de l'excellence relationnelle. C'est la constante. Et pourquoi est-ce qu'on affirme ça de façon peut-être un peu péremptoire? C'est qu'on a fait un travail très précis il y a un an. On a replongé dans les 800 modélisations qu'on avait fait, et on a regardé à chaque fois quelles étaient les 5 plus grandes barres bleues de chacune de ces 800 modélisations. Donc quels étaient les 5 moments, pas forcément les plus fréquents, mais quels étaient les 5 moments qui ont été commentés de façon la plus intense, positif, par les clients. Donc les 5 moments d'enchantement les plus forts. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, donc, vous imaginez, le top 5 de 800 modélisations, donc près de 4000 barres bleues qu'on a pu identifier. Et quand on a fait les comptes, on s'est aperçu, si vous voulez, que sur ces 4000 barres bleues, attendez, j'arrive pas à passer à la slide d'après, voilà, et ben 95% de ces plus hautes barres bleues, de ces grandes barres bleues, étaient des barres relationnelles. Ça montre bien, juste par cet exemple, à quel point, et par tous ces travaux réalisés, à quel point le relationnel est déterminant. C'est lui qui ancre le souvenir du client. Les grands moments dont le client se rappelle le plus vivement et qui laissent une trace résiduelle les plus importantes sont relationnels. Et ça montre bien la force du relationnel, alors dans le positif, dans le négatif aussi malheureusement, mais dans le positif, c'est clairement la grande source d'enchantement des clients, le relationnel. Du coup, juste avant de plonger dans les différentes illustrations qu'on voudrait vous montrer de ces travaux-là, je vous montre comment est-ce qu'on détecte, nous, ces situations où les collaborateurs, justement, sont capables de générer des émotions positives chez les clients. En fait, c'est des travaux qu'on fait depuis maintenant 5 ans. On a créé toute une approche miroir où, vous voyez ici, à gauche, vous avez la modélisation de l'expérience client. À droite, vous avez la modélisation de l'expérience collaborateur au contact du client. Donc, c'est vraiment l'idée de comment est-ce que le collaborateur, quand il est au contact du client, quelle expérience il vit. Donc, on a des questions spécifiques là-dessus. Et l'idée, c'est de se faire rencontrer ces deux modélisations. Et c'est la modélisation que vous voyez au milieu, qui est ce qu'on appelle, nous, chez nous, le tracker miroir, qui est la mise en miroir de l'expérience client et de l'expérience collaborateur.
Et dans cette mise en miroir, il y a plusieurs cas de figure, dont un cas de figure qui nous intéresse tout particulièrement, qui est le cas de figure que je vous montre ici, à savoir ce qu'on appelle les situations win-win, c'est-à-dire des situations où on a à la fois du bleu côté client, ici à gauche, et du bleu côté collaborateur à droite, c'est-à-dire des situations absolument formidables pour l'entreprise, parce que sur la même interaction, vous avez un double effet, c'est-à-dire, premier effet, c'est que vous enchantez votre client, et deuxième effet, c'est que vous engagez fortement votre collaborateur parce qu'il y trouve du plaisir, parce qu'il y trouve de la reconnaissance, parce qu'il y trouve de la fierté. Et donc, du coup, forcément, c'est ces situations win-win dont on va parler. Comment, finalement, les entreprises génèrent ces situations win-win qui sont si efficaces pour l'entreprise, qui ont un tel pouvoir, et sur les clients et sur les collaborateurs. C'est ça dont on va parler. Quelles sont les stratégies, quels sont les angles d'attaque suivis par les entreprises aujourd'hui pour essayer de générer le plus possible de ces situations win-win qui sont, vous comprenez, fortes en émotion des deux côtés. Du coup, juste sur ces moments-là, ce qui est important et ce qu'on constate, c'est que ce sont des moments qui sont très peu valorisés dans l'entreprise. À chaque fois qu'on partage le tracker miroir à nos clients, on se rend compte que ces moments-là sont pas identifiés, ils sont totalement invisibles, ils sont très peu valorisés, parce qu'en général, ils sortent du travail prescrit, donc on ne sait pas que les collaborateurs sont très bons sur certains moments. Tout notre travail, nous, va consister justement à les rendre visibles en commençant par cette modélisation de miroir, et surtout à les faire entrer dans la chaîne de valeur, à faire comprendre à quel point ces situations sont vertueuses, à quel point elles construisent de la connexion émotionnelle et donc de la valeur. Alors la première partie du travail, c'est la nôtre, c'est de rendre visibles ces moments-là. La deuxième partie du travail, c'est de vous accompagner pour en faire des moments signatures, pour maximiser ces situations et faire en sorte que ce soit des vrais moments à très forte valeur ajoutée. Faire en sorte que ce ne soit pas des moments qui arrivent par hasard ou par le simple talent d'un conseiller qui est particulièrement doué, particulièrement à l'écoute, particulièrement attentionné, mais que tout le monde soit capable de reproduire ces moments-là, de les déployer et d'en faire des vrais moments forts. Et on va vous montrer quelques exemples d'entreprises qui ont su prendre ces moments-là à bras-le-corps et en faire des vraies signatures relationnelles. L'enjeu, ça va donc être de créer une connexion client-marque plus forte, parce que plus émotionnelle, donc c'est d'aller vers la droite dans le tableau de HBR, de transformer des moments émotionnels, déjà de les identifier, penser en moments émotionnels, identifier ces moments-là, et puis les transformer en création de valeur, en augmentant la customer value. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on est, dans tout secteur confondu, dans un contexte de digitalisation des parcours clients, qui apporte beaucoup de facilité, de fluidité, d'autonomie au client. Donc, c'est un vrai bénéfice pour l'expérience client. Mais à côté de ça, il y a toujours un besoin d'humain. Donc, dans ce contexte de digitalisation, c'est important de comprendre quels sont les moments où on va mettre de l'humain, parce qu'il y en aura globalement moins. Et puis surtout, comment faire en sorte que ces moments-là soient vraiment créateurs de valeur. Donc, c'est moins d'humain, mais mieux d'humain. Et quand on pense à la digitalisation des parcours, c'est important de penser cette transformation-là en lien avec les moments où il y aura des interactions humaines et de travailler, de peaufiner ces moments d'interaction. Le cadeau, le résultat ultime, c'est de fabriquer des clients pour la vie. Donc là, on voit qu'on est vraiment dans la connexion émotionnelle forte. Et je voulais partager ce verbatim de Nespresso aux États-Unis pour lequel on a travaillé. Verbatim de client. Donc, depuis mon premier appel téléphonique au support client, je n'ai jamais vécu une expérience aussi positive avec une entreprise. Bravo, vous avez gagné un client pour la vie. Nous, on adore ce genre de verbatim et on a l'habitude de les collectionner. Ça arrive, on ne le voit pas qu'une seule fois. Donc, fabriquer des clients pour la vie, c'est des choses que vos collaborateurs savent faire. Ils ne sont pas conscients qu'ils le font. Donc, c'est important qu'ils deviennent conscients de ça. Et puis qu'on comprenne exactement les modalités, ce qui s'est passé dans cette interaction de particulier et comment reproduire ça pour fabriquer le plus possible de clients pour la vie. Mais sachez que ça nous arrive régulièrement de récupérer des verbatims comme ça. Alors avant de rentrer vraiment dans les angles d'attaque, je voudrais juste vous montrer à quel point une même situation peut générer des émotions très différentes. La situation, vous la connaissez tous. C'est une situation qu'on a décortiquée, étudiée parce qu'on a travaillé pour la RATP. Et on a aussi rencontré exactement la même situation quand on a travaillé pour Keolis à Bordeaux assez récemment. La situation, elle est connue comme vous la connaissez tous, c'est-à-dire que le bus s'est arrêté à la station de bus
il a chargé les clients, il est prêt à redémarrer quand arrive le retardataire. Le retardataire qui arrive et qui court derrière le bus. Et là, il y a plusieurs façons de gérer ce même moment. Et c'est intéressant de voir que selon la façon dont il va être géré, bien géré, mal géré, etc., les émotions vont être très différentes. Premier cas de figure, c'est le conducteur considère qu'il n'a pas de temps, etc., qu'il n'a pas à attendre des retardataires, il ferme la porte, il part, et vous imaginez la frustration qu'il y a du côté du client, on l'a tous vécu, on sait ce qui peut se passer de ce côté-là. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est le conducteur se dit, bon, je vais être magnanime, prends le temps d'attendre, laisse le client, prends les 15 secondes qui permettent au client d'arriver au bus, le client arrive, et là, la situation est terrible, c'est-à-dire que le client rentre, ne salue pas le conducteur, ne lui dit pas merci, ne met même pas parfois le ticket dans la machine, et va s'asseoir directement. Et là, vous avez les conducteurs de bus parlent c'est le moment le plus frustrant de l'année pour eux, parfois. Donc une énorme de frustration de leur côté. Et troisième cas de figure, c'est-à-dire que là aussi le conducteur décide d'attendre, donc le client finalement arrive essoufflé, monte dans le bus, et là le conducteur a la bonne attitude, c'est-à-dire qu'il se retourne vers le client et lui dit une petite phrase du genre ah bah, c'est dommage, on a failli partir sans vous. Et en s'adressant comme ça au client, il lui force la relation avec le client, on va dire, mais c'est rare dans ces cas-là, quand il a le sourire et qu'il a cette petite phrase, c'est rare que le client ne lui retourne pas un merci, ne le retourne pas un sourire, et forcément le client dans ces cas-là a quand même plus de mal à ne pas enregistrer son titre de transport à ce moment-là. C'est extrêmement intéressant parce que je trouve que cette même situation, elle vous montre bien que la même situation, selon la façon dont elle doit gérer, va créer des émotions différentes chez le client, chez le collaborateur, etc., des émotions négatives ou des émotions positives. C'est ça la gestion des émotions. C'est ça la gestion de ces situations win-win. Ça ne s'improvise pas. Ça se prévoit, ça se construit. Il faut donner les armes au conducteur pour qu'il ne se décourage pas de faire ça. Et en fait, en s'assurant qu'il ait le remerciement parce qu'il a la bonne attitude, parce qu'il sait ce qu'il faut faire, eh ben on va s'assurer qu'il ait envie de le faire plus souvent et que de plus en plus il ait envie de générer lui-même ces émotions positives chez les clients, ces situations win-win. Alors, les angles d'attaque, on en a fait émerger 6 angles d'attaque qui sont les angles d'attaque de ces entreprises qui sont fortes à générer ces situations win-win, pas tout le temps, mais qui se sont mis en ordre de bataille là-dessus. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui à travers ces focus, ces angles d'attaque et forcément des illustrations. On va vous raconter plein d'histoires de collaborateurs qui provoquent des émotions positives chez les clients puisque c'est notre sujet du jour. Premier angle d'attaque, c'est cette capacité qu'ont certaines entreprises à organiser l'effet de surprise. C'est-à-dire que comment j'arrive à vraiment maximiser l'impact émotionnel que je vais avoir sur mes clients en créant un effet de surprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Illustration. Première illustration, c'est il y a quelques années, on est à la FNAC, et c'était cette idée que le client, de plus en plus renseigné, s'était renseigné sur Internet avant de venir au magasin pour acheter un grille-pain, un aspirateur, un écran télé, parce que vous voulez. Et il est arrivé auprès du vendeur, lui expliquait qu'il avait repéré ce produit-là, que c'était ça qu'il voulait, et là le vendeur, la bonne attitude du vendeur consistait à bien sûr écouter le client, à lui dire mais comment vous voulez le faire, qu'est-ce que vous allez en faire, comment vous allez l'utiliser, quels sont vos besoins, Et à la surprise générale, à la surprise du client, au lieu d'avoir tendance à lui vendre, si le client était prêt à acheter un produit à valeur 100, donc d'essayer de lui vendre le produit à 120, au contraire, la grande surprise, c'était que le vendeur lui disait, écoutez, vu vos besoins, vu ce que vous allez en faire, honnêtement, vous n'avez pas besoin de ce produit-là. Je vous conseille le produit qui est à 80 et qui vous conviendra tout aussi bien, qui correspond exactement aux besoins dont vous avez besoin de vous exprimer ici. Et vous serez absolument ravi avec ce produit et en plus, il coûte moins cher. Surprise, mais presque stupeur à ce moment-là chez les clients il y a quelques années quand les vendeurs font ça. C'est la première fois que, alors qu'ils s'attendent à avoir des vendeurs qui vont essayer de leur vendre le truc au-dessus, ils ont des vendeurs qui leur vendent le truc en dessous, la gamme en dessous. Et c'est pour la plus grande stupeur des clients Fnac à l'époque, mais aussi, du coup, avec une capacité à créer un lien de confiance. On en revient à ce lien émotionnel, à ce lien de confiance qui fait que finalement, ils se sentaient plus clients Fnac que jamais grâce à ça. Deuxième situation, avec là aussi un effet de surprise qui est et une petite théâtralisation. On est chez Leroy Merlin et c'était le retour produit. Et Leroy Merlin avait absolument compris il y a quelques années déjà à quel point, quand un client retournait un produit pour X raisons, la beauté de l'affaire était dans le fait de surtout pas poser de questions.
Le client retournait un produit, il allait au comptoir pour retourner le produit, on lui prenait son produit et on lui disait « Très bien monsieur, aucun problème, on vous reprend le produit » et on ne discutait surtout pas. Surtout pas. Et on ne posait surtout pas de questions. C'était intéressant parce que c'était la surprise des clients qui s'attendaient plutôt à devoir parlementer, à devoir argumenter, à devoir se justifier, etc. Le fait qu'on leur prenait avec le sourire, sans aucune discussion, le produit en disant aucun problème, on vous rembourse tout de suite, etc., ils étaient absolument abasourdis par ça. Et là aussi, il y a un petit effet de surprise qui était très bien monté, et on s'est aperçu parfois qu'il y avait une érosion chez les collaborateurs qui parfois commençaient à poser des questions, commençaient à remettre en question cette politique qu'ils trouvaient trop généreuse de l'entreprise vis-à-vis de ses clients. Ils trouvaient que les clients abusaient. Et en permanence, chez Leroy Merlin, on se battait, la direction se bat pour réexpliquer aux collaborateurs que non, il ne faut surtout pas poser de questions parce que la beauté dans le retour produit, elle est là dans le fait qu'on ne pose aucune question, sourire, on pose pas de questions, on reprend, on ne discute pas. Et enfin, troisième élément de surprise auquel que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'on fait des études sur l'enchantement client, on en a fait beaucoup, globalement, on demande à des clients de nous raconter leur plus belle expérience de consommation de l'année. Quand on faisait ces études, on est tombé sur ce verbatim, une fois, d'une cliente qui nous explique qu'elle est chez elle, qu'il y a un livreur qui arrive chez elle, qui lui tend le produit qu'elle attendait, le colis qu'elle attendait, et qui lui posait cette question qui lui a paru mais totalement incongrue. La question, c'était « Est-ce que vous voulez que j'attende pendant que vous ouvrez votre colis ?» Ça lui paraissait incroyablement incongru, presque indiscret, presque intrusif de la part de ce vendeur, de ce livreur. Elle a la réaction que vous imaginez, surprise en lui disant « Pourquoi vous me demandez ça ?» Et là, c'est là où l'effet de surprise est très bien managé. C'est là où il y a de la théâtralisation, il y a de la scénarisation est très bien managée. Le livreur était alors extrêmement fier d'expliquer que, globalement, le constat, c'était que dans 95% des cas, c'est au moment où vous ouvrez votre colis que vous comprenez si ce que vous avez commandé, c'est ce qui vous est livré. Est-ce que c'est la bonne taille? Est-ce que c'est le bon produit? Est-ce que c'est la bonne couleur? Est-ce que c'est vous voyez ce que je veux dire? Et vous le comprenez tout de suite à l'ouverture. Et il dit, voilà, dans 95% des cas, vous le comprenez tout de suite. Et moi, je suis dans l'ascenseur, au moment où vous comprenez que c'est pas le bon produit, moi, je suis dans l'ascenseur où je suis tout juste dans la rue et vous avez envie de me courir derrière et vous me retrouvez pas. Là, je vous donne la chance de pouvoir voir si c'est tout de suite le bon produit. Et si ça va pas, je repars avec et c'est moi qui m'occupe de vous gérer tout ce qu'il y a derrière, tout le process et de vous faire en sorte que vous retrouviez le bon produit dans quelques jours. Surprise de la cliente. Théâtralisation très bien menée par le livreur, qui est très bien briefé par son entreprise en l'occurrence. Et on voit bien tout l'effet de surprise qu'il y a derrière tout ça, enfin, tout l'intérêt qu'il y a pour créer quelque chose d'émotionnellement plus fort à travers cette théâtralisation. Donc les conditions de succès autour de cet effet de surprise, c'est cette scénarisation de la surprise. Et on voit bien qu'il y a, plus on la scénarise, mieux c'est. Il y a cette idée d'aller à l'encontre des préjugés du client. À la FNAC, le client s'attend à ce qu'on lui propose un upgrade. On lui propose un downgrade, il y a de la surprise. Chez Leroy Merlin, le client s'attend à devoir parlementer, à devoir négocier. Qu'est-ce qu'il a? Quelqu'un qui lui dit tout de suite, aucun problème, on prend, on ne discute pas, on reprend. Et par rapport à cette dame qui nous expliquait ce sentiment négatif d'intrusion, donc un sentiment assez négatif, tout d'un coup, elle comprend toute la générosité, elle comprend tout le service, elle comprend toute l'empathie qu'il y a derrière cette posture. Et on fait ça, on va à l'encontre presque des préjugés des clients, presque on appuie un petit peu dessus pour mieux le surprendre, pour tout simplement maximiser l'impact émotionnel. Et on le voit très bien à travers ces trois exemples. Enfin, j'espère que vous le voyez aussi. Deuxième angle d'attaque, c'est extrêmement important de s'inscrire dans les moments émotionnels du client, de bien les comprendre, mais ça, Anne va vous l'expliquer beaucoup mieux que je ne le ferai. En fait, le travail qui est important et qui prépare un petit peu la compréhension, c'est de regarder dans le parcours client, de comprendre quels sont les moments de fragilité d'un client. Tous ces moments de fragilité, ça va être un terreau extrêmement propice aux émotions positives parce que les clients sont en attente d'attention, d'un supplément d'attention. Et ce besoin d'attention du client, de supplément d'attention du client, ça va rejoindre chez les collaborateurs un besoin de sens, un besoin d'utilité. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On se rend compte que ces situations win-win, très souvent, sont des situations de fragilité du client. Et c'est important que les collaborateurs le comprennent parce que c'est pas explicite. Tous les collaborateurs n'ont pas non plus la sensibilité pour réaliser ça. Donc c'est important en amont de comprendre ces moments-là dans un parcours client et de les communiquer aux collaborateurs. Alors quelques exemples de moments de fragilité qui donnent naissance à des moments d'émotions positives extrêmement intenses.
Dans les parcours assurance, la gestion des sinistres, on sait que pour les clients, c'est un moment qui est difficile, qui est parfois même terrible. Donc, quand il y a une conversation, un échange avec un conseiller, ils ont souvent affaire à des clients qui sont très fragilisés, voire très stressés. S'ils ne comprennent pas s'ils ne prennent pas en compte et s'ils ne présupposent pas cette situation de stress, ça peut même être des situations de conflit ou des situations, des échanges avec beaucoup d'incivilité. Donc, c'est important de bien comprendre la psychologie du client à ce moment-là. Moment de fragilité évident pendant la crise Covid, notamment le premier confinement. On a eu des verbatims là-dessus. Il y a certaines, notamment dans les expériences de clients avec les banques. Il y a certaines banques qui ont fait des appels de courtoisie ou certaines ont appelé ça des appels de bienveillance pendant le Covid, complètement gratuits, simplement pour demander à leurs clients comment vous allez. Ça a créé des vrais moments d'enchantement chez les clients et des vrais moments de sentiment d'utilité, de sens très importants côté collaborateurs dont ils parlent encore aujourd'hui, presque plus de 2 ans après. Et on a, à contrario, on a vu des verbatims de collaborateurs, de clients disant mon conseiller bancaire ne m'a même pas appelé pendant le confinement pour demander des nouvelles. Donc on était étonnés qu'il y ait cette attente formulée côté client. Une autre situation intéressante, c'est les objets perdus, notamment dans les expériences de transport. C'est des moments qui ne sont pas du tout pensés en général, alors que côté client, il y a souvent des moments d'enchantement quand il y a un collaborateur qui prend en compte, qui donne l'impression de se décarcasser pour aider le client à retrouver ses papiers, son portefeuille, son paquet, etc. Et c'est pas du tout dans le radar en général des entreprises de travailler ce moment-là. Alors c'est pas un moment qui arrive tous les jours, mais pour le coup ça laisse des traces indélébiles quand c'est bien traité et quand le collaborateur met beaucoup d'efforts et se met en quatre pour aider le client. On vous a juste mis en lien en dessous parce que c'est par souci d'économie de temps, mais il y a KLM qui a traité ça de façon très spectaculaire, notamment quand les équipes de nettoyage trouvent des objets laissés dans les avions, dans les cabines. Il y a un petit chien, vous l'avez peut-être vu parce qu'on l'a déjà montré, mais on vous a mis le lien en dessous sur notre chaîne YouTube et l'extrait d'une vidéo qui vous explique toute la mise en scène et vous verrez à quel point ça tire des larmes à tout le monde, c'est assez irrésistible. Il y a des situations aussi dans le parcours client où il y a des besoins d'accompagnement plus importants, des moments de complexité, pas forcément de complexité technologique, mais ça peut être aussi des offres qui sont très complexes. On voit ça dans les expériences avec les opérateurs de téléphonie notamment. C'est très difficile de choisir son offre, il y a des clients qui ne comprennent rien, parfois même des collaborateurs qui ont du mal. Donc ça, ce sont des moments qui sont très propices à créer des émotions positives parce que tout d'un coup, une interaction avec un conseiller qui est extrêmement clair, qui aide à faire un choix et un choix serein, ça crée un pic d'enchantement très marquant. Et puis bien sûr la facture numérique, les clients qui sont mal à l'aise avec les outils numériques, avec les bornes. Nous on a eu des témoignages de remontées de clients en larmes devant des automates de la RATP parce qu'ils ne savent pas s'en occuper et ils se retrouvent complètement impuissants. Donc ça c'est des situations où il y a besoin d'une intervention, d'un accompagnement et c'est un terreau magnifique pour créer des interactions émotionnelles extrêmement fortes. Il y a aussi bien sûr des moments d'émotions positives, donc des moments favorables dans le parcours client à des moments positifs et notamment des besoins de célébration. On se rend compte que dans les expériences d'achat de voitures notamment, c'est un moment qui est très important côté client, alors que c'est la routine côté collaborateur. Donc c'est important de bien rappeler aux collaborateurs qu'il faut en faire un moment de célébration et un moment exceptionnel. Alors certains le font très bien. Il y a très souvent un cadeau qui est pensé, mais la façon de penser ce cadeau est parfois un peu standardisée, un peu systématique, alors qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de beaucoup plus mémorable. Ça peut être la réception d'un diplôme. Il y a des facteurs qui expliquent à quel point ils restent, quand les résultats du bac sont livrés, par exemple, ils restent avec leurs clients pour ouvrir l'enveloppe. Des clients qui connaissent parfois, ils connaissent les enfants. Donc, c'est des moments qui sont extrêmement forts. Les facteurs en parlent avec des trémolos dans la voix et les clients en parlent aussi avec la même intensité. Donc, identifier tous ces moments aussi favorables aux émotions positives, c'est important. Et nous, on a la capacité de le détecter dans les parcours clients grâce à l'analyse des verbatims. Alors, cette façon de prendre en compte les émotions des clients et de s'inscrire dedans, bien évidemment, on le retrouve avec plusieurs exemples qu'on va défiler assez rapidement. Le premier ici, on est chez Maïf, c'est un conseiller qui parle et qui vous raconte son meilleur moment de l'année. Mon meilleur moment, c'est lorsqu'une cliente victime d'inondation s'est présentée en pleurs et qu'elle est repartie en riant après que nous ayons échangé, pris du temps et dédramatisé la situation.
le tour de force est absolument phénoménal de la part de ce collaborateur. Je trouve qu'il a beaucoup de talent, mais il y a un savoir-faire, mais il a une compréhension assez fine et assez intime des émotions de la personne qu'il a en face, et il a une capacité à s'adapter à ses émotions, les prendre en compte, et finalement arriver à comprendre quelles sont les attentes de cette cliente, les attentes implicites de cette cliente, pas juste traiter son dossier, mais aussi répondre à cette décharge émotionnelle auquel il fait face, et il le fait face remarquablement, et c'est absolument fantastique, une capacité à apaiser le client qui est extraordinaire. Même chose. C'est des situations qu'on trouve bien évidemment beaucoup dans les expériences patients, où il y a ce besoin d'apaisement aussi, des clients qui sont souvent très stressés. Le verbatim, le sourire est important dans les longs moments difficiles. Nous, ce sujet du sourire du collaborateur, c'est un sujet qu'on mesure systématiquement dans les expériences et notamment dans les moments relationnels. C'est très intéressant de voir que l'intensité, c'est toujours très positif bien sûr, mais qu'il y a des intensités très variables dans la perception du sourire. Et ces variations d'intensité, les expériences où l'intensité en tout cas la sensibilité au sourire du collaborateur sont les plus importants, c'est des situations où il y a une situation de stress, un besoin d'apaisement ou un besoin de reconnaissance tout particulier. Et ça, on arrive à le mesurer, donc c'est toujours très intéressant de s'attacher à ce sujet-là. Autre situation dont vous parlez, Anne, une illustration de situation avec ce sentiment parfois de frustration que peuvent avoir certaines personnes devant des outils digitaux. On est chez Gaumont Pathé, ici. C'est un collaborateur qui parle et qui vous raconte son histoire. J'adore cette histoire. Il dit, j'ai dû installer notre application à une vieille dame sur son téléphone en lui expliquant comment ça fonctionne et elle fut ravie. Elle m'a offert une boîte de chocolat. C'est déjà formidable. Puis, elle m'a amené toutes ses amies pour que je leur montre. Du coup, elles sont toutes connectées et me remercient à chaque fois. Vous imaginez, c'est un défilé de vieilles dames toutes les semaines, certainement, qui vont au cinéma et qui saluent notre ami qui les a aidés. Je trouve la situation extraordinaire, mais elle traduit bien ce que d'un coup il peut se passer autour d'outils digitaux entre un client et plusieurs clients ici et des collaborateurs. Et ce phénomène-là, on le retrouve à la Poste. Anne nous en a déjà parlé. On l'a retrouvé chez McDonald's. On l'a retrouvé chez. On a travaillé pour KFC aussi. La capacité des collaborateurs à comprendre qu'un client est en détresse face à des outils digitaux, une borne interactive, des outils digitaux, etc., et à venir l'aider, c'est un moment incroyable. C'est un moment finalement qui est valorisant pour le collaborateur, et c'est un moment où il se crée quelque chose entre le collaborateur et le client. On vient aider un client qui est en difficulté, et finalement le client est forcément reconnaissant, et ça valorise le collaborateur. Donc tout à gagner à organiser ce genre de choses, à le systématiser beaucoup plus que ça n'est aujourd'hui. Et puis, il y a un autre moment qui est très intéressant, sur lequel c'est intéressant de jouer, c'est quand on travaille dans l'automobile, on s'est rendu compte qu'il y a un moment très fort, c'est le moment dont parlent le plus les clients à l'issue quand on les interroge un mois après qu'ils aient que leur voiture leur a été livrée. C'est donc souvent, en fait, le moment dont ils parlent, dans tout ce processus d'achat, le moment dont ils parlent le plus, c'est les deux premières minutes qu'ils ont passées en concession. Elles sont déterminantes, en fait, on s'en aperçoit. Les 2 premières minutes qui passent en concession, la façon dont ils sont accueillis, vont être déterminantes dans leur capacité à acheter ou non une voiture dans cette concession. Et là, il y a plusieurs. Quand on comprend l'importance de ces 2 minutes, de ces 2 premières minutes passées en concession, eh ben, on met le poids du corps dessus, forcément. Quand on est concessionnaire automobile, quand on est constructeur automobile, on met le poids du corps dessus et on se dit comment je fais pour que ces 2 minutes soient le plus impactantes possible, le plus positif possible. Plusieurs techniques. Et en fait, on s'est rendu compte. Alors, il y a plusieurs techniques qu'on a pu regarder, analyser, comparer. Et en fait, on s'est aperçu que la meilleure technique, c'est une technique qui vient de l'hôtellerie de luxe. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui, dans la concession, est censé repérer la veille au soir, est censé repérer tous les rendez-vous qu'il y aura dans la journée. Et qui va trouver sur Internet, etc., les photos de tous les clients qui vont passer dans la journée. Et on sait que M. Garnier va passer à 14h. Et bien, à 14h, il y a un trombinoscope, dans le trombinoscope qui a été distribué à tous les collaborateurs le matin même. Tous les collaborateurs regardent à 14h quel est le client qu'ils ont peut-être la chance ou l'occasion de croiser dans la concession. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que si je suis M. Garnier, je suis M. Garnier, je vais débarquer en concession. Et ce qui est incroyable, c'est que la personne à l'accueil sait que je vais arriver. Et avant même que j'ai dit mon identité, elle va me dire « Bonjour M. Garnier ». On va se balader dans la concession, je vais croiser un ou 2 autres vendeurs, par exemple, qui vont me dire « Bonjour M. Garnier ». Puis je croise un technicien qui va me dire « Bonjour M. Garnier ». C'est complètement dingue. En fait, je vais avoir presque une accumulation de M. Garnier qui me fait comprendre que toute la concession m'attendait. Et en termes d'accueil, c'est extraordinairement puissant.
Parfois, certaines concessions vont même jusqu'à vous réserver une place de parking avec un panneau. Et sur le panneau, il y a marqué place de parking réservée à Monsieur Garnier. Et ça montre bien à quel point on vous attend, à quel point on vous chouchoute, à quel point, etc. Et à quel point, finalement, quand on a compris l'importance de ces 2 premières minutes, l'importance psychologique qu'elle a pour les clients, on capitalise dessus. Et puis, autre chose, il y a aussi cette idée de ce qu'on appelle combler les angles morts, c'est-à-dire combler ces moments, répondre à des besoins aussi qui sont souvent absolument pas exprimés par les clients. Les clients, on nous appelle d'exprimer ça. On est par exemple chez Maison du Monde, et un des verbatims qui montrait l'excellence de l'expérience client Maison du Monde en magasin, il y avait plusieurs choses, dont ce verbatim qui disait « Les vendeurs et les vendeuses sont accessibles, souriants, aimables et attentionnés », ce qui est déjà très bien. Et en plus, le client allait plus loin en disant « Il nous propose un panier lorsqu'il nous voit charger, ou mieux encore, il nous demande d'emmener nos achats encombrants à la caisse. Sous-entendu, je vois que vous êtes chargé, je prends vos achats, je vous les mets à la caisse, vous les retrouverez là-bas. Comme ça, vous pouvez, et je vous donne un autre panier, comme ça, vous pouvez continuer à faire ça. Et en tout cas, vous n'avez pas à circuler dans les allées, chargé comme une mule, comme vous l'êtes. » Ça marche aussi à la sortie, on l'a vu dans plein d'entreprises de retail, à quel point aider le client à charger sa voiture, aider le client à transporter des produits lourds, ça a un impact incroyable chez eux. Et puis, on est dans une accélération parce qu'il nous reste peu de temps, c'est aussi l'accueil des accompagnants. C'est des choses qui sont très efficaces. C'est-à-dire que cette idée que je ne m'intéresse pas qu'à la personne qui va acheter mon produit, ou avec lequel je vais faire la transaction, mais à ceux qui l'accompagnent. On l'a vu chez L'Occitane, où chez L'Occitane, ils ont une capacité dans les boutiques à proposer au mari qui accompagne madame un thé, un siège, pour qu'il attende dans des bonnes conditions et qu'il ne s'impatiente pas, et ben c'est très apprécié. On l'a vu chez Euromaster, on est dans les centres auto, vous vous rendez compte, dans les centres auto, et ben si vous arrivez avec des enfants, vous verrez qu'on vous propose assez facilement des crayons de couleur ou des jeux pour faire patienter les enfants. Et que l'été, si vous venez avec votre animal canin, eh ben, on va proposer très facilement et très régulièrement une écuelle d'eau à votre chien, parce qu'on a conscience que votre chien, il crève de chaud et que peut-être dans le garage, il fait très chaud. Bref, on se montre qu'on ne s'intéresse pas qu'à vous, qu'on s'intéresse à tous ceux qui sont avec vous. Et c'est incroyable, comme c'est puissant comme sentiment. Si vous vous intéressez à mes enfants, si vous vous intéressez à mon chien, si vous vous intéressez à mon mari ou à ma femme, voilà, ça peut être aussi très puissant. Troisième angle d'attaque, c'est cette idée d'exploiter, de systématiser les bonnes pratiques isolées. Le meilleur exemple, je pense que c'est la Maïf, tu vas en parler hein. Oui, alors ce qu'on avait identifié dans les moments très forts côté expérience client, c'était le fait de parler à des conseillers qui avaient des centres d'intérêt communs. Donc là, je vais lire le premier verbatim. Il y avait l'idée de proximité relationnelle et même de proximité identitaire. Entre le client et le conseiller qu'il avait en face. Le jeune homme qui m'a mis en relation avec la spécialiste des associations était très près de moi, comme un ami. Il a partagé son expérience avec la mienne dans un domaine qui nous était commun, ici en l'occurrence la randonnée. Donc à l'origine, on avait identifié vraiment 3 verbatims, très peu de verbatims. Il y avait ce cas de la randonnée, il y avait une mère de famille qui avait parlé à une autre mère de famille, donc qui non seulement avait des préoccupations communes, et qui en plus était capable de la conseiller beaucoup mieux parce qu'elle connaissait sa situation. Et puis, il y avait un possesseur de bateau, de voilier, qui a parlé à un autre possesseur de bateau et de voilier. Donc, c'était 3 verbatims isolés, avec cette idée de proximité relationnelle et de proximité identitaire. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc là, une fois qu'on a compris la puissance de ces moments-là et du sentiment, et là, on voit qu'il parle d'amitié, il y a des verbatims qui parlent de sentiment de famille, d'être en famille, de grande proximité. La beauté et la force de la manif, c'est d'être capable de transformer ça et de systématiser ça, et c'est le concept de relation affinitaire qui est assez connu maintenant, où ils choisissent, dans la mesure du possible, des conseillers, un motard par exemple, pour un client qui veut assurer sa moto. Donc ils vont avoir une communauté d'intérêts, ils vont parler le même langage, et surtout le client sait que le conseiller va le conseiller au mieux, parce qu'il connaît exactement sa situation, ses besoins, et voilà. Et le tour de force, c'est d'avoir vraiment poussé le concept au bout et d'avoir pensé systématiser ces moments isolés qui arrivaient totalement par hasard. Autre chose, un petit peu vite, autre chose, c'est aussi quelque chose qu'on a perçu dans ces fameuses situations win-win. On travaillait avec la SNCF il y a 3 ans, 4 ans, sur justement un miroir client-collaborateur, et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui fonctionne de façon très parcimonieuse, mais qui fonctionne de façon magique. C'est 0,1% des contrôleurs qu'on a interrogés qui parlent de ça, c'est 0,2% des clients qui parlent de ça parce qu'ils sont rares à l'avoir vécu.
Mais la situation, c'est que certains contrôleurs, 10 parmi tous ceux qu'on avait interrogés, qui nous parlent d'une façon de faire qui sont. C'est-à-dire qu'ils expliquent que la première chose qu'ils repèrent quand ils rentrent dans une voiture, pour le contrôle des billets, c'est qu'ils essaient de repérer s'il n'y a pas une petite fille ou un petit garçon d'une dizaine d'années. Bien sûr, il fait bien attention d'avoir l'accord des parents, mais il va s'approcher du petit garçon ou de la petite fille en lui disant « Est-ce que tu veux faire le contrôle des billets avec moi ?» Et si l'enfant réagit positivement, il met sa casquette de contrôleur sur la tête, et c'est le gamin ou la gamine qui va s'approcher des clients avec une petite voix un petit peu au perché comme ça en disant « Contrôle les billets, s'il vous plaît, oui », qui va proposer de faire le contrôle des billets. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que les contrôleurs nous expliquent que tout change dans la voiture. Enfin, je veux dire, le contrôle des billets devient une fête. Enfin, vous imaginez, faire le contrôle des billets une fête. C'est ça le tour de force qui est réalisé ici. Toute l'ambiance change, tout le monde regarde ça, les parents sont à ça du sol, le gamin est ravi, tous les autres passagers sont ravis, et tout le monde vit un moment extraordinaire, et le contrôleur est ravi. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier ça. Après, si vous voulez en savoir plus, je vous expliquerai comment la SNCF a fait en sorte de systématiser ça par des formations très précises autour de ça. Mais voilà ce que la SNCF a pu mettre en place, et voilà comment est-ce qu'on a pu comprendre qu'il y avait une situation très positive qui s'est dégagée. Quatrième angle d'attaque, cette idée de mettre le collaborateur en position de force. Et on l'a vu dans une histoire que je vais essayer de faire très rapidement, qui montre à quel point le diable est dans les détails et à quel point le grand enjeu est dans l'empowerment du collaborateur. L'histoire, c'est un client qui est chez lui. Non, tu as trop vite. L'histoire, c'est un collaborateur qui est chez lui, un client qui est chez lui, qui reçoit une livraison le matin, une livraison d'Amazon, et quand il déballe son colis, il s'aperçoit qu'il s'est trompé, et en fait, il a recommandé le tome 1 alors qu'il voulait commander le tome 2. Donc, il appelle la hotline d'Amazon à l'époque, explique son cas, et là, à sa stupéfaction, la fille du service client d'Amazon lui dit « Aucun problème, monsieur, vous gardez le tome 1, je vous renvoie gratuitement le tome 2, pas de souci. » Et il est abasourdi par ça. Il nous explique à l'époque qu'il n'en revient pas, il revient pas de ça. Et il en revient d'autant moins que 2 heures après, il a un concurrent chez lequel il a commandé un beau livre, vous savez, ce que les Anglais appellent un coffee table book, donc un beau livre qu'on va lire, mais qui va aussi, parce que c'est un très beau livre, qui va rester un peu sur la table basse du salon. Et quand ce beau livre arrive chez lui, il est déçu parce que le beau livre était corné. Et là, il est déçu. Donc il appelle, parce que par rapport à la fonction décorative auquel il prédestine ce livre, un livre corné, c'est pas génial. Il peut le lire, mais enfin bon, c'est pas génial. Donc il appelle l'outline de son concurrent, explique son cas, et là, la personne qui est en face de lui lui fait « Ah oui, c'est embêtant, il y a comme ça les 2 minutes marécageuses dans lesquelles le client ne se sort pas, vous voyez, etc. Et 2 minutes marécageuses de borborée de la collaboratrice, terminées, conclues par un « Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos ?» Et là, le client raccroche et me raconte, il me dit « Finalement, je fais le bilan de la matinée. » Il se dit « D'un côté, c'est incroyable parce que c'est moi qui me trompe et c'est eux qui prennent à leur charge les fruits de mon erreur, enfin, les répercussions de mon erreur. Et de l'autre côté, ils sont incapables d'emballer un bouquin comme il faut et c'est à moi de montrer patte blanche. » Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que de ce constat-là, alors que 48 heures après, le beau livre est là, et le beau livre, et le tome 2 est là aussi, et le beau livre coûte beaucoup plus cher que le tome 2. Et ce qui est terrible, c'est que, en fait, il conclut dans sa tête que finalement, d'un côté, c'est eux qui prennent à leur charge mon erreur, de l'autre côté, ils sont incapables d'emballer un bouquin comme il faut, et la différence est faite pour toujours. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que je vous dis, le diable est dans les détails, parce que ça s'est joué à quoi? Ça s'est joué à 2 minutes de marécage, et est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos? Donc, finalement, à pas grand-chose. Mais c'est ces détails-là qui doivent être maîtrisés. Et pourquoi ils sont maîtrisés côté Amazon? Parce que chez Amazon, le collaborateur a le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a l'historique du client, il sait exactement que ce client peut lui faire confiance parce que sur les 13 dernières commandes, il n'y a pas eu le moindre problème. Et parce que les process sont comme ça, parce qu'il est autorisé à le faire, parce qu'il est autorisé à avoir ce geste-là et que ça ne pose aucun problème, ce qui est manifestement pas le cas chez le concurrent dont on parlait. Donc, dans le service client, le diable est dans le détail et aussi dans l'empowerment du collaborateur, bien évidemment. Et puis l'autre chose que je voulais vous raconter aussi, et ça aussi, ça montre bien qu'il faut s'organiser. On a travaillé pour Euromaster, une entreprise, une expérience donc de centre auto, mais client l'expérience client est remarquable. Pourquoi elle est remarquable? Notamment parce que quand un client, c'est un des détails qui fait que l'expérience client est remarquable, mais quand un client arrive à 17h55 alors qu'on ferme le garage à 18h,
eh ben, on reçoit ce client de façon pleine et entière. On ne lui fait jamais sentir que, il est gentil, mais qu'il faut partir. On lui fait jamais sentir qu'on a autre chose à faire. On lui fait jamais sentir que il faut bien faire le truc, mais dans 2 minutes, ça sera terminé. Non. On va le traiter pleinement, entièrement. Quelqu'un reste, quelqu'un s'occupe du client jusqu'à ce qu'on se soit pleinement occupé de lui. Si on doit rester une demi-heure de plus, on reste jusqu'à 18h30 et on le fait. Et c'est ça l'intérêt. C'est que finalement, on s'est organisé, on a donné le pouvoir aux collaborateurs de faire en sorte qu'ils puissent rester, qu'ils puissent ne pas avoir à dire non aux clients. Et derrière, on se débrouille pour que cette demi-heure, elle soit répercutée autre part, etc., bien évidemment. Mais en tout cas, l'empowerment a été donné aux collaborateurs de pouvoir faire ça, de pouvoir faire ce geste. Mais c'est l'organisation. Cinquième chose, et vous voyez qu'on est en pleine accélération, il faut aussi être capable de changer les règles. La règle, elle est très simple. Le cas de figure, on est chez Maïf il y a déjà quelques années maintenant. Et chez Maïf, on s'était rendu compte que le drame du client et du conseiller, c'était quand un client était tombé en panne à 47 km de son domicile, sachant que dans le contrat, il est stipulé, dans un contrat d'assurance auto, la plupart du temps, qu'il ne sera pris en charge par son assureur que s'il est à 50 km ou plus de son domicile. Donc il est à 3 km d'être pris en charge. Et finalement, quand il appelle le service client pour dire, voilà, je suis là, je suis tombé en panne, est-ce que vous pouvez bien m'aider? Que le conseiller était obligé de lui dire, ah, je suis désolé, vous êtes à 47 km, c'est pas possible, je suis désolé, je peux rien faire, etc. Et là, ça partait dans les tours à toute vitesse, parce que le client, le sociétaire, comme on dit chez Maïf, s'énervait en disant, mais vous plaisantez ou quoi? Je suis à 47 km de mon domicile, mais comment? À vol d'oiseau, par la D192, par la Nationale 4, de quoi vous me parlez, etc. Et forcément, c'était extrêmement compliqué à gérer. C'est là où Maïf a été très malin, c'est-à-dire qu'ils ont dit, eux, écoutez, on va changer notre règle, on va du coup considérer que tous les clients qui sont entre 40 et 50 km seront systématiquement pris en charge. Facialement, on continue à dire que c'est 50 km, mais dans les faits, dans la pratique, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait, et dans les faits, quand le client est entre 40 et 50 km, il sera systématiquement pris en charge. Donc on a toute une société, une mutuelle qui s'est organisée pour pallier à ce cas de figure et retourner ce moment-là en un moment génial, parce qu'aujourd'hui, quand un client tombe en panne à 47 km, c'est un moment génial pour le collaborateur, parce que le collaborateur va lui dire, écoutez monsieur, vous êtes à 3 km normalement, etc. Donc normalement, on va pas vous prendre en charge, mais parce que vous êtes vous, parce que vous êtes humain, parce que c'est la Maïf, etc., j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va vous prendre en charge. Et ça fait un moment génial. Sixième chose, on va terminer là-dessus, autoriser les collaborateurs. Oui, il faut autoriser les collaborateurs. Et je passe la parole à Anne qui va vous expliquer pourquoi il faut autoriser les collaborateurs. C'est juste notre dernier exemple, suite aux travaux qu'on a fait pour la RATP, notamment les conducteurs de métro qui prennent rarement la parole, sauf quand il y a des problèmes techniques ou des choses importantes à faire passer. Mais quand ils prennent la parole spontanément, on se rend compte à quel point ça a un impact positif auprès des clients qui souvent ne pensent même pas qu'il y a une personne. Les conducteurs de métro sont souvent assez invisibilisés. Donc, la verbatim qui nous dit de clients sur la ligne 1, un arrêt très fréquenté par les touristes. Le conducteur a fait une annonce très, très appréciée par l'ensemble des passagers. Il a annoncé que des pickpockets allaient entrer dans une rame. Il a même précisé laquelle. Nous avons beaucoup apprécié cette attitude, les touristes aussi. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de touristes différents qui ont remercié le chauffeur en sortant. Très, très belle initiative. C'est parfois difficile d'aller remercier le chauffeur, mais on se rend compte que c'est important. On voit l'intensité là de l'émotion et de l'impact de cette prise de parole. C'est vrai qu'il le faisait souvent quand il y avait des pickpockets et c'était très efficace. Tout le travail consistait à essayer de systématiser ça. Alors pas de forcer les conducteurs à prendre la parole parce que certains n'en ont pas du tout envie, mais il y en a beaucoup qui ont envie de le faire, qui aiment le faire. Certains sont même doués pour ça. Et c'est de les autoriser à le faire et à le faire dans d'autres situations qui sont parfois un peu plus gratuites. En tout cas, le sentiment que le conducteur se soucie de ses passagers, prend soin d'eux, a une forme de considération pour eux, ça marche très bien. Et il y a juste une illustration de ça avec Tristan qui est conducteur sur la ligne 3 et ça ce sont des témoignages assez récents qui datent du mois dernier d'ailleurs. Il y a une station fermée donc il prend la parole pour expliquer ça. Il fait de l'humour, il parle aux passagers, il les incite en plus à poster des messages sur Twitter avec le hashtag ligne 3, ce qui est très important parce qu'une des clés du succès, c'est que le collaborateur ait cette retour de remerciement, de reconnaissance des clients. Du coup, alors que c'est difficile d'aller remercier le conducteur de métro, il récupère sur Twitter
on t'aime Tristan, prends soin de toi, vous êtes le roi de cette ville, etc. Donc il est extrêmement doué, certes, mais en plus il y a ce mécanisme qui a été mis en place qui fait que il est encouragé à continuer, et on voit l'effet que ça a sur les passagers en lisant le fil Twitter. Si vous faites hashtag ligne 3, vous verrez à quel point Tristan est important pour la RATP. Donc je suis désolée pour la fin, un petit peu en accélération du webinaire. On a été un petit peu pressé.